Jeudi 2 avril 2026, l'écrivaine Hélène Laurin, dont les travaux s'intéressent au vivant, au féminisme et à la maternité, était invitée à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son deuxième roman, Tambora, aux éditions Verdier, une forme de récit-poème mêlant l'expérience d'une femme à travers les chocs liés à ses grossesses et celle du réchauffement climatique et des conflits lointains. Le titre fait référence au volcan indonésien Tambora, entré en éruption en 1815. Le dialogue était mené ici par Brice Torresillas. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La librairie Ombre Blanche est ravie d'accueillir Hélène Laurin, qui est née à Metz, où elle vit toujours, je crois. Donc après le lycée Faber, elle a étudié les sciences politiques ainsi que l'arabe en France et en Allemagne, puis la création littéraire à Paris 8. Son premier roman, vous l'avez soit lu, soit vous en avez entendu parler, Partout le feu, qui est paru en 2022 aux éditions Verdier, tout comme celui dont on s'apprête à parler. Un livre qui a été salué donc par la critique et sélectionné pour le prix du roman d'écologie 2023 et adapté plusieurs fois au théâtre. A suivi, donc toujours aux éditions Verdier, Tambora, dont nous allons parler plus précisément. Une mère qui nous parle de ses deux filles. On verra ensuite ce qui se cache derrière le mot Tambora. On aura même un extrait lu par Hélène, assez rapidement d'ailleurs, parce que c'est aussi une belle entrée en matière, puisque vous allez lire le début. Moi, je vais encore plus tôt que le début, je vais à l'exergue. Quand les tout premiers mots qui vous concernent, grâce à mes filles. Et quand j'ai lu grâce à mes filles, je me suis dit qu'il y avait deux acceptions possibles et je me doute que vous avez joué là-dessus. Est-ce que c'est un livre que vous avez écrit grâce à vos filles ou est-ce que vous rendez grâce à vos filles ? Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Ça me fait super plaisir que vous l'ayez noté. C'est la première fois qu'on me le fait remarquer. En général, on tourne la page pour me parler de la citation d'Ursula Le Guin. C'est exactement ça. Oui, je peux dire que je l'ai écrit grâce à mes filles. Je me suis mise à écrire quand ma fille aînée est née, puisque le premier texte, enfin, c'est pas le tout premier, mais disons le texte le plus long que j'ai écrit, le premier, c'était le récit de mon premier accouchement. Et qui m'a permis d'entrer dans le master de création littéraire que vous évoquiez. Donc c'est un texte important. Donc je lis vraiment l'écriture à l'arrivée de ma fille aînée. Et puis c'est grâce à elle que j'ai écrit Tambora, bien évidemment, puisque sans elle je n'aurais pas eu de quoi écrire sur la maternité. Ça c'est une évidence. Ouais. Et j'aimais bien évidemment ce double sens. De leur rendre grâce. Voilà, je trouve que c'est aussi un très beau prénom, Grâce. C'est vrai aussi. Mieux oui. en anglais peut-être. Mais voilà. Prénoms qui nous sont cachés dans le livre. Oui, oui, ils sont cachés. Et même dans cette dédicace d'ailleurs, puisque ce qui n'était pas le cas dans le livre précédent. Mais je me suis dit, voilà, déjà je me permets de dire beaucoup de mes filles dans ce livre, donc peut-être qu'on va garder les prénoms pour nous. Alors tournons la page, puisqu'on vous interroge beaucoup, vous devez avoir l'habitude de répondre. Ursula Le Guin, de qui s'agit-il, pour ceux qui l'ignoreraient, et pourquoi avoir choisi cette citation ? Donc c'est une autrice de science-fiction dont j'ai tiré cet extrait, je peux peut-être le lire d'ailleurs. Donc, elle nous dit nous l'avons entendu, nous avons tout entendu à propos de tous les bâtons, de toutes les lances et de toutes les épées, de toutes les choses avec lesquelles on peut cogner et piquer et frapper, de toutes ces choses longues et dures. Mais nous n'avons rien entendu à propos de la chose dans laquelle on met des choses, à propos du contenant de la chose contenue. Ça, c'est une nouvelle histoire.
Ça, c'est de la nouveauté. Autrement dit, écrire sur les femmes, ou du moins écrire en tant que femme à propos des femmes, c'est ça la nouveauté. C'est plus large que ça en réalité, je pense. Moi, c'est mon interprétation et je l'ai tirée de ce côté-là. Mais elle nous encourage, Ursula Le Guin, dans ce texte donc, qui s'appelle Les fictions paniers, à se désintéresser des histoires héroïques qui ont vraiment construit notre imaginaire, dont on est presque dépendant, qui sont faciles cognitivement pour nous, qui nous bercent. Voilà, ça commence. Les contes sont construits de cette manière-là. On a vraiment un attachement très fort. C'est une évidence de raconter des histoires comme ça, avec une évolution de l'histoire vers une montée de la tension, vers un moment souvent violent, souvent sanglant, mené par le héros qui effectivement, traditionnellement, et dans la plupart des récits, est un homme. Et elle nous encourage à nous intéresser peut-être aux choses plus modestes, plus invisibles, plus quotidiennes aussi. Je pense que dans Tambora, c'est aussi ce que j'essaie de faire, de m'intéresser aux tâches ménagères, aux soins de l'enfant et d'oser dire ça vaut aussi littérature. C'est peut-être moins haletant que chasser le mammouth, puisque Ursula Le Guin cite en fait cite ça dans son texte, mais peut-être pas. Finalement, peut-être qu'on peut essayer de trouver des moyens de le raconter d'une manière qui intéresse et surtout qui valorise ces expériences-là. Et tout en se démarquant, j'y reviens de ce mot héroïsme, puisque vous-même vous dites à propos de ce que vous racontez dans ce livre, l'accouchement, l'éducation, on va dire le chemin qu'on parcourt en tant que mère. Je voudrais moi-même ne pas tomber dans le piège de la souffrance tissée en couronne. Je ne voudrais pas faire croire à un héroïsme. Oui, je pense que c'était un des pièges, puisque ce texte s'ouvre par une fausse couche. C'était de ne pas faire croire que c'est intéressant puisque c'est une souffrance extrême et que c'est ça qui est digne d'être raconté. Je pense que c'est autre chose que ça. Il ne faut pas que ce soit forcément extrême ou spectaculaire. Dans le cas de la fausse couche, alors ça peut être ressenti de manière extrêmement douloureuse et extrême personnellement, et en même temps c'est extrêmement, on dit souvent banal, mais en tout cas c'est extrêmement fréquent. C'est une femme sur 3 qui va connaître une fausse couche au cours de sa vie. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à y survivre. Mais ou d'héroïque en fait, simplement on a cette chance-là, ce hasard-là de le traverser en s'en remettant, je veux dire, mais voilà, c'est pas parce que c'est héroïque que c'est intéressant. Voilà, j'avais pas envie, je crois, de créer ce malentendu-là. C'était quoi, alors le mot est peut-être pas très pertinent, mais l'enjeu de ce livre? Parce qu'après tout, on pourrait en trouver plusieurs. Il y a plusieurs thématiques et on aurait bien tort de le résumer à l'accouchement ou le regard sur des filles. Oui. Effectivement, et d'ailleurs on en parlait juste avant la rencontre, c'est aussi pour ça que ça a été difficile de le nommer, de lui trouver un titre. Puisque comme Ursula Le Guin en parle, c'est comme un panier qui contient des boutures de toutes formes, où un panier où un enfant aurait collecté des coquillages, des bâtons, des marrons, des crottes de lapin. Voilà, il y a absolument une espèce de cabinet de curiosité. Moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé. Au cœur, quand même, il y a l'expérience du corps qui souffre, qu'on ne contrôle pas, qui fait ce qu'il veut. Et je pense que
Ça ne parle pas que du corps enceint, ça peut aussi parler du corps malade, du corps souffrant en réalité. Et je pense que le deuxième pilier, c'est en fait la vie domestique. J'avais quand même une très forte volonté à la fois de mettre la lumière sur cette expérience du corps qui est triplement tabou, puisque c'est une expérience du corps féminin qui fait se rejoindre la sexualité et la mort. Donc il y a vraiment une double, triple honte qui pèse sur ce thème-là. Donc il me semblait important d'en parler. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que là, en janvier, il y a 2 livres qui paraissent également sur ce sujet-là. Donc il y a vraiment, ça commence à se faire, quoi. Ça frémit. Et parler de la vie domestique, c'est comme je disais tout à l'heure, de la même manière que tout ce qui a trait à la maternité, c'est des choses, moi, qui m'ont manqué en tant que lectrice. Et c'est des choses, quand on les vit, qui sont très peu valorisantes dans la société. Alors que je trouve ça important de redonner de la noblesse ou juste de l'importance du temps, de l'attention à tous ces gestes très répétitifs, très triviaux de la vie à la maison. Qu'est-ce que c'est préparer à manger? Qu'est-ce que c'est jeter les couches? Qu'est-ce que c'est laver son enfant? S'occuper de lui quand il pleure la nuit? L'observer, puisqu'il y a des espèces de flashs où vous consignez les réactions de telle ou telle fille. Oui, tout à fait. Oui, je pense que d'ailleurs, je le lirai tout à l'heure. Le livre s'ouvre sur le regard. Hein. Je regarde mes filles. Donc, qu'est-ce que c'est regarder ses enfants tous les jours, changer un petit peu. Voilà, il y a ces deux piliers-là. Je pense que l'enjeu, c'était raconter ces choses-là qui me semblaient peu présentes, trop peu présentes, enfin en tout cas auxquelles j'avais envie de contribuer à parler. On va vous écouter, mais vous avez amorcé un début de réponse ou en tout cas un début de question, en tout cas sur la façon dont on transcende par l'écriture des sujets par définition banals, comme vous le soulignez vous-même. Alors c'est quoi la solution? Comment fait-on? On met en forme. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on sort du témoignage ou de la conversation, qui sont tout à fait valables aussi, mais c'est autre chose. C'est aussi un besoin. Moi, quand je traversais ces expériences-là, j'étais en recherche de témoignages, de paroles. Mais là, le fait de mettre en forme, c'est un travail qui va, faire qu'il y a autre chose qui se passe que simplement la confession, en fait. Ça va être moi je le vois vraiment comme une façon de mettre de l'ordre dans ce qui arrive de manière totalement chaotique, hein, l'événement comme ça qui nous prend par surprise, comme la maladie ou voilà, la fausse couche, c'est quelque chose qui vient complètement déranger la vie. Et là, le fait de l'agencer, parce que moi j'ai vraiment, pour celui-ci et pour Partout le feu, un travail de montage presque comme une réalisatrice le ferait. Enfin, j'ai aucune idée de comment elles le font en réalité, mais c'est comme ça que je le fantasme. C'est que j'écris jamais dans l'ordre. C'est parce que j'ai un fonctionnement quand même assez chaotique. Donc il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure. Tout ça vient peut-être la dernière semaine d'écriture où tout à coup tout peut s'agencer et les scènes, alors là c'est presque des fragments, des pastilles de longueur variable mais quand même assez courts. J'essaye plein d'oppositions, je change. Enfin, le début, par exemple, au début, il était à la fin. Enfin, il a eu plein de positions. Et donc, c'est vraiment ce travail-là d'ordonner en fait le récit, de le modifier, de le mettre en vers parfois. Enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi ce jeu sur la page. Ouais. Il y a un jeu typographique. Il y a aussi un jeu sur les sonorités. Vous avez parlé de cinéma. Je peux vous parler de poésie, moi. Oui,
Oui, alors, Partout le feu était écrit en vers, sans ponctuation. Donc là aussi, il y avait un travail sur la forme qui était peut-être même central. Ici, il l'est aussi, je pense, mais d'une autre manière. En apparence, le texte est plus classique, mais en réalité, le récit est quand même assez éclaté, à dessein. Je voulais vraiment, en fait, traduire ce que c'est d'être mère dans la forme. Mon expérience de fragmentation du quotidien, de ne plus contrôler la temporalité. La temporalité devient celle de l'enfant et elle est hachée. C'est un sommeil haché, c'est se nourrir toutes les heures, c'est nous être réveillés la nuit, dormir le jour. Enfin, il y a comme ça ce renversement des repères. Et je voulais faire sentir cette expérience par la mise en forme et me dire que oui, quelqu'un qui a lu Tambora peut-être peut ressentir quelque chose de l'ordre de l'expérience que j'ai vécue. On écoute un petit peu ? C'est parti. Alors c'est le tout début. Je regarde mes filles, amples comme les villes. Des mégapoles bruyantes jusque là-bas, au-delà des gratte-ciel, quand on ne voit que le silence en elles. Des villes dans le brouillard, des villes du petit matin, celles des grues qui piquent le bleu, le blanc. Elles fonctionnent en douce, ces mécaniques fourmillantes aux règles tacites. Elles construisent leurs immeubles, réparent leurs ponts, envisagent un parc au sud, un plan d'eau pour la fraîcheur. Elles concentrent le tout plein tendu vers la croissance, l'effervescence, se débarrassent du passé en un battement de cils. Le déjà vécu, ça les ralentit, c'est un truc de vieux. Elles sont jetées vers l'avant, abruptes et douces. Leur vie, c'est un échafaudage invisible. Chaque jour, elles gagnent des millimètres contre le monde, et dedans, on ne les entend pas. Les marteaux-piqueurs, les clous, les glues du corps qui ne se suffit pas à lui-même, qui veut élargir son étoffe, conquête infinitésimale sur la vastitude du reste. Mes filles, aux milliers de fenêtres qui s'allument et s'éteignent en syncope, qui s'ouvrent pour aérer ou se ferment pour conserver. Mes filles sont ces villes en expansion, confrontées à l'étriqué de l'univers parental, de cette chose qu'ils appellent la vraie vie, le dehors, si peu ample, délimité comme la bêtise, comparé aux confins de la vie intérieure. Mes filles bourrines, mes filles crado, aux muscles secs, à l'obstination grave, des villes. Et vous parliez de montage. À la fin, on retrouve cette métaphore du filet d'une autre manière. Vous écrivez pour installer en littérature ces sujets certainement pas assez traités, mais vous écrivez aussi peut-être, c'est une vraie question, pour comprendre mieux, pour analyser ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. En fait, je ne suis pas sûre. Peut-être plus par souci de garder des traces. Ouais. C'était une autre hypothèse qui allait surgir. Parce que comprendre finalement, il y a quand même, oui, tout un questionnement sur quand un drame nous arrive. On veut y trouver un sens. Donc il y a toute une partie comme ça au début de Tambora sur une espèce de fausse enquête. Quelle est la raison de cette fausse couche avec des coupables présumés. Donc oui, il y a quand même ce processus de... Mais comme je disais tout à l'heure, ça rejoint la mise en forme, ordonner ce qui ne l'est pas. La vie n'est pas ordonnée en fait. Donc la littérature peut en donner l'illusion. Mais il y a vraiment peut-être un côté fétichiste de ce qui part, de ce qui est trop ténu pour être retenu, qui est justement l'enfance avant tout. Vous savez, la frustration de se dire
En fait, on oublie tellement. On oublie. C'est une des premières choses qu'on nous dit d'ailleurs quand on accouche et qu'on a eu très mal. Et on nous dit mais tu verras, t'oublieras la douleur et t'en auras d'autres. Ce qui est très énervant quand on nous dit ça. Et la réalité, c'est qu'on oublie la douleur. Je pense que ça doit être probablement un processus. L'intelligence du corps, de l'ordre de l'instinct. Et moi, je voulais pas l'oublier parce que je trouvais que c'était quand même assez extraordinaire. Enfin, c'est un état extrême du corps. C'est pour ça que moi, tout au long de l'écriture, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que ça. Enfin, c'est faussement naïf, mais que la littérature s'en empare si peu parce que c'est tellement un état limite, la grossesse et l'accouchement, où on est sur un fil entre vie et mort parfois, où il y a ce côté quand même à la fois mais très banal, très fréquent, et en même temps un mystère qui subsiste. Les sages-femmes le disent, quoi. Certaines sont là pour le mystère de la naissance. Il y a quelque chose qui nous continue de nous échapper. Donc il y a cette volonté, peut-être de conserver ce qui file sous nos doigts et de le mettre en forme. Néanmoins, il y a des réflexions sur le fait de mettre au monde des enfants dans un monde qui est ce qu'il est. C'est une part importante, m'a-t-il semblé, de votre livre. Oui. Face à l'éco-anxiété, au premier pas sur le Titanic, si je me souviens bien. Oui, c'est aussi assez central. Je pense que c'est compliqué de parler de maternité aujourd'hui sans poser cette question-là. Il y a beaucoup de personnes qui décident de ma génération, et peut-être celle qui suit également, de ne pas avoir d'enfants, par anxiété, éco-anxiété notamment, mais on voit aussi la montée du fascisme, les conflits internationaux. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi être anxieux, clairement. Et donc, et puis aussi, ce qui est très nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est que maintenant, on a le choix d'avoir ou non des enfants. Donc nous, notre génération, on s'empare, peut-être celle de nos mères aussi, mais ça a commencé, mais nous, on peut vraiment dire, sans trop être sanctionné peut-être socialement, non, je veux pas d'enfant, soit ça m'intéresse pas, soit ça me fait peur, etc. Donc c'est important aussi c'est tout neuf en fait pour l'humanité. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette énorme responsabilité là? On y réfléchit, quoi, et la littérature y participe. Il y a aussi, pour demeurer dans les questions que vous vous posez, si ce n'est la légitimité, la raison d'écrire. Est-ce que je vous cite, écrire est-il vain quand il faut organiser la survie des siens? J'aimerais bien que vous vous exprimiez là-dessus, parce que est-ce que c'est le fait d'être mère qui rend dérisoire l'acte d'écrire? C'est ce que vous envisagez? Oui, la question se pose aussi, je trouve, et je trouve que c'est bien de se poser la question. C'est sain. Toujours bien de se poser des questions. Voilà, que ce soit pas une évidence. Oui, j'ai le droit d'écrire, ce que j'écris est intéressant. Non, moi, c'est un questionnement qui m'obsède à chaque fois tout au long de l'écriture, avec des grands moments de découragement. Enfin, je veux dire, celui-ci, je l'ai arrêté 100 fois, quoi, et je l'ai recommencé 101 fois. Je pense que ça dépasse. Alors, c'est plus le fait d'être mère, c'est plus toutes les contraintes très matérielles, très triviales qui s'ajoutent à la vie, qui font que écrire, qui est une activité qui demande du temps long, de la concentration sans interruption, rien que du temps. Voilà, c'est quelque chose dont on manque en tant que parent de jeunes enfants, en tout cas, et peut-être même après, ça je sais pas encore. Oui, je peux vous le dire. J'en doute pas.
C'est ça, laissez-moi vivre dans l'illusion. Donc, il y a cette contradiction entre les besoins de l'autrice et de la mère, ça c'est sûr. Mais la question, oui, c'était sur la légitimité. Justement, être dans ce temps long, dans l'inverse de la productivité, puisque écrire 150 pages en 5 ans, on n'est pas... voilà, si on commence à compter combien de pages ça fait par jour, c'est pas génial. Ça va totalement à l'inverse de notre culture du travail, de la performance, voilà, capitaliste qui nous ronge, donc il y a... Et puis il y a l'urgence aussi, on est dans l'urgence je trouve, d'agir, moi je le ressens comme ça, d'agir politiquement, de changer les choses, je veux dire, l'urgence climatique elle est réelle. Mais donc la littérature change les choses, non ? Je le crois, mais ça n'est pas mesurable. Donc parfois on a quand même des petits coups de découragement. Mais voilà, il y a cette collision entre être dans l'extrême lenteur et puis dans l'isolement finalement de l'écriture, dans la solitude en tout cas, quand on sait qu'on est dans un moment où on a besoin de collectif, on a besoin de changer drastiquement notre fonctionnement en tant que société ensemble. Et donc il y a ce frottement-là qui est difficile à réconcilier. Donc, voilà, c'est cette question-là que je me pose dans Tambora. Comment faire ? Au final, on essaie de faire les deux, quoi. Nous n'avons toujours pas élucidé le titre. Enfin, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Tambora, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot très intriguant ? Alors, Tambora, c'est pour attirer les lecteurs... intéressés par les volcans et leur faire croire que... Les admirateurs d'Haroun Tazieff. Exactement. C'est pour attirer, pour créer le malentendu. Donc c'est le nom d'un volcan indonésien qui a connu une éruption très très importante en 1815. Et c'est ce moment, cet événement-là, il est central. Enfin, je veux dire, dans la structure du livre, il est au milieu, il articule les deux parties. Et cette éruption, elle est intéressante. Donc, soit la pire, soit la deuxième pire, selon les scientifiques, jamais enregistrée. Donc, qui a fait énormément de victimes directes, mais qui a aussi bouleversé la planète, puisque pendant 3 ans, en fait, les nuages de cendres ont filtré les rayons du soleil, et donc cette éruption a provoqué la perte des récoltes, mais pas en Indonésie, enfin vraiment dans le monde entier, à part quelques endroits épargnés. Donc perte des récoltes, famine, épidémie de typhus, de choléra, mouvement de migration très important. Donc, je crois que j'avais lu, si je ne me trompe pas, c'est 1/3 de la population suisse qui a émigré aux États-Unis. Il y a eu vraiment une suite de catastrophes comme ça. Évidemment, il y avait aussi beaucoup de discours ou de religieux sur la fin du monde. Donc, ce qui s'est passé autour de cette éruption m'a intéressée, puisqu'il y a un vrai parallèle entre ce qu'ont vécu les humains à ce moment-là et ce que nous, on a l'impression de vivre. Le temps des catastrophes. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit au temps des catastrophes et qu'on se faufile entre les catastrophes. Et je pense que Tambora parle de comment se rencontrent les catastrophes collectives mondiales et les catastrophes intimes, invisibles. Pour autant, le vent est unéquivoque, il ne s'agit pas de dire que
avoir des filles, accoucher, c'est une catastrophe. On est bien Non. d'accord. Non, pas du tout. Je dis ça parce que vous m'avez expliqué que certains l'avaient pris ainsi. Oui, mais je pense que l'ambiguïté est levée quand on lit le livre, mais c'est vrai que quand j'explique le titre, ça peut créer cette peur-là, que je fais une analogie directe entre les deux, ce qui serait quand même pas très fin. Mais voilà, c'est pas le cas. Non, ce qui m'intéresse en particulier dans cette éruption de Tambora, c'est que et j'en parle dans le livre, c'est que le livre Frankenstein de Mary Shelley a été écrit donc en 1816, un an après l'éruption. Donc en plein été, je veux dire, il faisait nuit en plein jour. Elle était en Suisse avec Lord Byron et Percy Shelley voilà, sous les orages. Enfin, il y avait une atmosphère encore une fois de fin du monde. Et donc il lance un concours de nouvelles et elle écrit la première mouture de Frankenstein. Et c'est intéressant d'écrire sur ce mort-vivant, puisque le monstre de Frankenstein, c'est le physicien qui lui donne naissance, entre guillemets. C'est un amas de chair cadavérique qu'on va galvaniser par l'électricité. Et moi, je m'intéresse à une interprétation un peu tardive de cette œuvre-là, féministe, qui s'intéresse au fait que Mary Shelley, elle a eu 4 enfants, elle en a perdu 3, et que c'est une femme, c'est une mère en deuil. C'est une femme aussi qui a perdu sa propre mère lors de sa propre naissance. Donc la mère de Mary Shelley est morte en lui donnant naissance, et elle fixe le jour de naissance du monstre de Frankenstein, le jour de la mort de sa propre mère. Donc il y a vraiment comme ça une constellation d'événements qui permet de penser que c'est une des interprétations possibles de ce livre qui est quand même très important pour notre culture occidentale, qui continue à être adapté, qui est très fort dans notre imaginaire. Donc voilà, il y a toutes ces... Voilà, moi ça m'intéresse de voir comment on écrit quand les catastrophes intimes minuscules en quelque sorte à l'échelle humaine rencontrent les catastrophes qu'on peut tous connaître collectivement. On a évoqué l'éco-anxiété, le fait de mettre des enfants au monde dans un monde difficile à vivre, et c'est d'autant plus vrai, soulignez-vous, quand on a des filles. Oui, ça c'est vrai que j'en parle aussi. Peut-être que on doit être inquiet aussi en tant que parent de garçons, mais quand on est mère de filles, il y a évidemment l'inquiétude de... c'est un paragraphe dans Tambora, que le fait qu'elles seront scrutées, dévalorisées, moins écoutées, potentiellement agressées. Enfin voilà, il y a mettre des filles au monde au sein du patriarcat, c'est quand même toujours une petite boule au ventre. Et il y a la pression aussi de les élever peut-être autrement, avec l'expérience qu'on a eue, nous, de naître dans les années 80-90, je parle pour moi, et de ce qui nous a manqué. Voilà, donc moi j'ai manqué de l'idée que je pouvais me défendre. Voilà, moi j'essaie d'apprendre à mes filles à se défendre à leur hauteur, disons, mais ça veut dire savoir argumenter déjà. Alors c'est pas évident. Après on en paye les conséquences. Voilà. Je peux vous dire qu'elles argumentent très bien. Et pourquoi pas se défendre physiquement aussi. Enfin, il y a cette idée de changer très concrètement leur position en tant que fille et future femme au sein de la société. Mais votre livre se termine, si je vous ai bien lu, par une note d'espoir. Oui, ça se termine par... alors c'est
c'est ambivalent le dernier passage, hein, puisque mais je trouve que ça renferme en fait. Il y a cette lueur quand même, me semble-t-il. À la fin, voilà, la narratrice est à la fenêtre. Elle vit devant une église, vraiment. Sa fenêtre donne sur le parvis d'une église, et tous les jours, elle y voit des enterrements. Donc il y a les cloches sonnent, voilà, et il y a voilà, c'est encore une fois ce frottement-là entre avoir ces toutes jeunes filles, ces bébés dans les bras, et de voir une vie qui se termine tous les jours et ce cycle-là se faire. Et en même temps, voilà, ce que j'écris, c'est que les cloches ne sonnent pas pour les morts, mais elles sonnent pour les vivants, pour leur rappeler que c'est maintenant la vie belle. Voilà, la vie belle. Voilà, c'est maintenant la vie belle. Alors, un des charmes de votre livre, c'est que s'y mêle, mais je pense qu'on l'aura compris, une espèce de lyrisme, j'ai parlé de poésie tout à l'heure, et quelque chose de beaucoup plus trivial, de beaucoup plus concret. C'est par exemple quand vous parlez de l'allaitement. Et on retrouve ce que vous disiez, c'est des sujets. Enfin, moi, c'est la première fois que je lis sur l'allaitement, avec tous les désagréments que ça cause, et pour autant exprimé dans une langue, voilà, où le prosaïque et le poétique se mêlent dans ce livre de manière générale. Oui, moi, ça m'intéresse quand même de créer de forts contrastes. Mission accomplie. Très bien. Une écriture qui va être lyrique du début à la fin, peut-être, à moins qu'elle soit très bien menée, ce qui peut tout à fait être le cas, mais en tout cas moi dans ce que je fais, ça pourrait me sembler un peu lassant, ou en fait ça perd en force. Tandis que si on parle de couches, et que juste après, on va réussir à créer une autre musique et à parler de l'amour pour ses enfants, etc. Ça va peut-être être un peu plus surprenant, un peu plus intéressant. Enfin, je vois vraiment, j'essaie de créer dans ce que j'écris, oui, des ruptures de ton assez abruptes qui créent aussi... comme c'est aussi assez musical comme façon de penser, moi je pense toujours quand j'écris à l'écriture d'une partition, en fait, pour Partout le feu aussi c'était très présent, puisque le retour à la ligne créait les silences, créait le rythme et la mélodie. Et voilà, créer ces ruptures de ton, ça peut être l'équivalent en musique de passer d'un piano à un fortissimo et de faire sursauter. Et voilà, toujours dans l'idée de peut-être créer quelque chose de physique dans l'expérience de la lecture. Et il y a aussi, vous parliez de contraste, il y a un petit jeu qu'on fait malgré soi, en tout cas que j'ai pu faire malgré moi, c'est ce qui appartient au personnel, parce que vous vous livrez, vous parlez de vos coups de blues, de pulsions suicidaires, etc. Vous livrez une part de votre intimité, et puis ce qui est générationnel. C'est difficile de faire la part des choses. Vous avez l'impression d'écrire au nom des autres, au nom de vos consoeurs, je pourrais dire? En tout cas, ma vie n'est pas intéressante. Donc, ce que j'écris, c'est toujours parce que je me dis, vu ce que j'ai lu, vu ce que j'ai entendu, je sais que je ne suis pas la seule à le vivre. Et donc, c'est là où cet intime-là rencontre quelque chose de collectif, que ça me semble intéressant d'être écrit, en fait. Et au contraire, moi, tout ce qui me concerne, ou concerne la narratrice... Vous faites la distinction? C'est... Oui, quand même, a priori, rien que pour conserver mon intimité. Et puis, de fait, il ne s'agit pas d'un journal intime. Forcément, par l'écriture, il y a un acte de transformation, d'omission, de manipulation, en quelque sorte. Donc... c'est pas un désir de se livrer, bien au contraire. C'est plutôt douloureux de le faire, mais il y a l'idée
que c'est une expérience collective et pas uniquement d'ailleurs, je le dis souvent, je pense sincèrement que c'est pas uniquement pour les personnes qui ont accouché, qui ont vécu des fausses couches. Oui, non, mais bien sûr. Je pense que ça parle à toutes les personnes qui sont nées, donc a priori pas mal de monde, oui. Et qui ont un corps. Donc voilà. Je parlais de générationnel, j'ai fait l'expérience, j'ai lu un extrait qui, moi, sur le moment, m'a pas choqué, mais je me suis dit, bon, par définition, moi aussi, je ne suis pas une femme, mais je me suis dit, tiens, il me semble que les femmes de ma génération, c'est-à-dire plus vieilles que vous, ne se retrouveraient pas là-dedans, seraient presque choquées. Je vous lis le passage. Les mauvais jours, je me dis que j'ai donné mon corps, j'ai donné mes muscles, mon image de minceur, j'ai donné mes seins, j'ai donné mes nuits, ma passion, mon temps, mon identité de femme indépendante, et que jamais on ne m'en remerciera. Et alors, ce que jamais on ne m'en remerciera, je me suis dit, là honnêtement, je me suis dit, mais elle attend une reconnaissance. Là, je suppose que j'étais en train de me déconstruire. Je me suis dit, oui, pourquoi pas pourquoi pas après tout. Mais j'ai fait le test, je l'ai fait lire à mon épouse, pour tout vous dire. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? On doit pas, on n'attend pas, on n'a pas à être remercié on a voulu pas ce sacrifice-là, enfin, on a voulu cela, on a voulu cette situation. Donc j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Eh ben oui, c'est de l'ordre de l'interdit de dire ça. Mais ça veut pas dire. Vous êtes consciente de la charge explosive qu'il y a dans ces mots-là ? Oui, mais en revanche, je suis pas sûre que ça n'est pas pensé par les. Enfin, je sais même pas si ça peut être pensé, parce que je pense qu'il y a un tel interdit de se dire. En fait, je ne veux pas vivre une maternité sacrificielle. Et je pense que, en tout cas, moi, de ce que je connais de ma mère et d'autres femmes de sa génération, je ne peux pas faire de généralité, évidemment, c'est que il était une évidence que il fallait tout donner et qu'il n'y avait aucune dette. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça l'est aussi pour moi. Je veux dire, mes enfants, je vais pas leur faire une note de frais à 18 ans, quoi. Mais il y a quand même, moi je l'ai senti en tant qu'enfant, cette ambivalence et cette rancœur d'une femme en plus. Ces femmes qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'elles sont arrivées à un moment quand même très compliqué où on leur a dit ça y est, vous pouvez travailler comme les hommes, bravo. Par contre, vous allez tout faire à la maison. Bon courage. Donc, franchement, moi, à leur place, j'aurais ressenti une colère. Mais sans la possibilité de l'exprimer. Puisque c'est être une mauvaise mère, être une mère insatisfaite, je pense que c'est le tabou ultime. Y a tellement d'injonctions à la perfection des sentiments en tant que mère, à la sainteté finalement des mères, que c'est amusant quand même de se dire qu'une phrase finalement simple, on ne me remerciera pas, a ce potentiel explosif, mais je pense que ça va de pair avec père. Ouais. C'est lacanien. avec une symbolique de la mère sainte. Et ça, c'est d'une lourdeur que je pense que mieux vaut peut-être exprimer cette ambivalence qui, en réalité, est quand même assez universelle. On peut avoir un désir de maternité plus ou moins fort qui se traduit différemment, mais il y a quand même... d'ailleurs, en parlant les psychanalystes, c'est peut-être la première chose qu'ils vous disent. Bah oui, vous êtes ambivalente, évidemment. C'est bien humain tout ça. Donc voilà, en fait, c'est pas glorieux à écrire ça, mais je pense que c'est très important parce que ça va mieux en le disant, quoi. Oui.
Tout à fait. De la même manière que vous soulignez, en tout cas votre narratrice souligne qu'elle a mis plusieurs années pour accepter ce rôle de mère. Oui, parce que... On ne naît pas mère. Non, on ne naît pas mère. On essaie de le devenir. Et c'est un processus, en fait. C'est pas forcément un coup de baguette magique. Mais ça, c'est vraiment aussi en écoutant, encore une fois, beaucoup de témoignages, en parlant autour de moi, que j'ai appris, par exemple, que oui, certaines mères donnent naissance à leur enfant, puis ne s'attachent pas à la seconde même à leur enfant. Elles mettent des mois à l'aimer. Et ça, encore une fois, quel tabou de le dire, non, moi, parce que l'accouchement s'est mal passé, parce que l'histoire de maternité est compliquée, c'est un lien en fait qui se crée. On rencontre une personne et ça peut être le coup de foudre, mais pas forcément. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone grise là de l'imperfection, des mères loin d'être parfaites, desquelles je fais absolument partie. Et vous savez, depuis quelques années, il y a même des livres qui ont paru sur le sujet du regret maternel, de femmes qui prennent la parole et qui disent voilà, moi j'ai donné naissance à des enfants, je les aime. Et d'ailleurs, elles sont obligées de toujours préciser je les aime à la folie. C'est les personnes que j'aime le plus. En revanche, si maintenant je pouvais refaire ce choix, je n'aurais pas d'enfant. Ça, c'est extrêmement difficile à exprimer. C'est des femmes qui souvent connaissent des dépressions très longues, et ça va de pair avec ce que ça veut dire d'être mère. Souvent, je veux dire, les statistiques le montrent, la charge parentale, la charge mentale pèse sur les épaules des mères en très très grande partie. Donc je pense que ce regret-là va avec le fait d'être totalement noyé sous les injonctions et les nouvelles contraintes de ce mode de vie qui n'est pas adapté à nos vies de femmes au XXIe siècle. Donc je pense pas que c'est le regret maternel, enfin c'est même pas du tout ça que j'exprime dans Tambora. Ah non, pas du mais tout. C'est dans cette galaxie-là de paroles en fait qui se libèrent et qui disent peut-être aussi, je le disais tout à l'heure, ce que peut-être nos mères, nos grands-mères n'ont même non seulement pas pu dire, mais même pas pu penser. Parce que c'était trop tabou, trop... C'était impensable, en fait, de dire ce genre de choses. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, même si on n'a pas prévu, c'est de lire un autre extrait. Et puis, ensuite, n'hésitez surtout pas à prendre la parole et à poser vos questions, à faire vos réflexions. Ah voilà. Ce passage, c'est sûr, nous parle de mère imparfaite. Musique de fond, l'autosoupçon, le décalage. Je suis une mère à côté, une mère accident. Une mère qui veut sortir dès la naissance, qui veut dormir, qui ne pense pas que profiter, c'est subir tous les manques, les interruptions, le grignotage de soi. Une mère à qui régulièrement échappe poubelle au lieu de poussette. Une mère corbeau, Rabenmutter en allemand. Une mère suspecte, une mère pas assez, une mère éclipse, une mère ellipse, lunatique, qui ne peut pas tout donner, qui a déjà peu pour soi, pas assez pour soi, qui fouille et gratte et racle et rogne les tréfonds de son être pour les trouver les ressources de la vie privilégiée pourtant qu'elle mène, la vie accompagnée d'un père trop, un père qui joue dans la bouche des hommes qui l'entourent, joue à la mère, fait le baby-sitter, comme lui reprochent ses collègues, ses chefs, ses copains. Un père seul aussi. Et la mère moins, et le père trop, en vase communicant, persuadé d'être au bon endroit, le seul où il puisse être, mais seul. Fossilisé, je le suis à l'intérieur de mon confort simple, confort du boulot stable, de la vie familiale qui étrique, qui règle tout sans question, qui demande d'accepter le mode robot, le mode tâche ménagère, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile,
1 kilomètre à pied, ça use, terrifié, calme. Mes enfants vont-ils mourir de soif en 2050 ? 2 kilomètres à pied, éponge lourde, miettes baveuses, tambourinement du lave-linge. Faut-il faire des réserves de nourriture dans la cave ? 3 kilomètres à pied, ça use. Et des bougies pour l'hiver ? De l'iode pour le nucléaire ? Et pourquoi personne ne bute Poutine ? Gants Mappa et bouloches de merde dans les toilettes, vinaigre blanc et bave du bicarbonate, cris de bébé ou sirène des pompiers, 3 kilomètres à pied. Maman, faut faire les devoirs, apprendre par cœur la première strophe de In mein kleinen Apfel, les couples de 10 et compter 2 par 2 jusqu'à 30. Écoterrorisme et méga bassine. À ton tour de faire l'histoire du soir. Non, c'est à toi, moi c'était hier. Marine Le Pen 2027, faudra-t-il cacher le nom arabe de mes enfants ? In mein kleinen Apfel, das sieht lustig aus. Elon Musk a-t-il des amis ? Gargouillement de la bouilloire et noyau de cerise odorant au micro-ondes. Anniversaire, 10 enfants max. Ne pas oublier les boules qui ess. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la parole. Enfin, vous auriez pu l'avoir avant, du reste. Oui, je suis pas de... Pardon. Donc moi je suis né en 1956. Donc j'ai pas d'enfant, mais bon, ma nièce a eu un petit enfant qui est né un garçon le 21 avril. Et il est magnifique. Alors par rapport à votre parcours, si on compare en avançant en âge, moi je suis je suis plus radical, mais en même temps je suis plus nuancé. Et est-ce que vous, dans votre parcours, là, vous tapez fort, là, hein, c'est la batterie, là. Hein, et est-ce qu'en avançant en âge, donc, et puis par rapport à vos enfants, il faut transmettre des choses, des valeurs, puis eux, ils ont leur personnalité. Comment vous ressentez tout ça dans cette époque-là, où on vit des tragédies, comme dit Solzhenitsyn, le 21e siècle, bon, le 20e siècle, c'était la l'heure 39-45, il a annoncé que le 21e siècle serait l'époque des tragédies. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris comment je transmets les valeurs à mes enfants dans cette époque compliquée. Je sais pas. Par l'exemple ou par l'argumentation ? On n'a pas de mode d'emploi. On fait beaucoup d'erreurs. Moi, je parle à la fois beaucoup de politique, mais en même temps, je me rends compte, et c'est peut-être une erreur, que je parle très peu, par exemple, des conflits internationaux à mes filles. Enfin, pas celle de 3 ans, ça c'est évident, mais celle de 9 ans, presque 10 ans, voilà, il y a des choses qu'elle pourrait comprendre. Mais il se trouve qu'elle a déjà d'autres démons d'anxiété avec lesquels elle se bat, que lui parler de géopolitique, en plus, voilà, me semble tout à fait... me ferait culpabiliser terriblement. Donc je lui parle d'écologie mais voilà, c'est vrai que j'amoindris beaucoup avec l'idée de le faire très progressivement, mais je le dis pas, je ne dis pas que c'est la bonne solution. Je suis assez désarmée. J'ai des copains qui vont parler très librement à leurs enfants, voilà, des catastrophes climatiques, et d'ailleurs les enfants le comprennent et ils me disent que ça ne les angoisse pas, donc je suis assez je vais peut-être le faire autrement, mais mon idée c'est d'introduire en fait les sujets politiques assez progressivement. Par contre, voilà, mes filles ont un nom arabe, elles ont déjà été confrontées à du racisme. Ça a été des sujets qu'on a abordés très tôt, quand on leur a dit ah mais toi de toute façon t'es noir, tu viens d'où, tu viens du désert, je ne sais quoi, je ne sais quelle connerie. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet politique qu'on a abordé dès les 4-5 ans, dès les premières fois elle a été confrontée à ça, aussi à travers les lectures. Ma fille adore lire des BD,
notre fonds de BD, c'est des BD qui appartenaient à mes parents, donc des Tintins, des Astérix et Obélix. Donc il y a du contenu très raciste, très sexiste, et on s'est demandé, ok, qu'est-ce qu'on lui montre, qu'est-ce qu'on lui montre pas. Notre solution, ça a été de décrypter ensemble, en fait, de lui dire, après, il y a certains, par exemple, Tintin au Congo, je le montre pas, quoi. Mais Astérix Obélix, par exemple, il y a quand même des trésors de sexisme assez ahurissants. On en parle ensemble, en fait. Je lui dis, tu vois, là, comme elle parle, cette dame, elle est probablement plus intelligente que ça, ou voilà, elle fait que la vaisselle, ou elle parle jamais, mais par contre on voit beaucoup son décolleté, ça veut dire ça, etc. Donc ça passe beaucoup par les lectures, par la discussion, mais je me rends compte que oui, tous les sujets sont pas abordés, ils sont abordés peut-être. J'attends que ma fille me pose des questions, je crois que c'est souvent ce qui est conseillé. Ça veut dire qu'ils sont prêts à entendre les réponses. Donc voilà. Merci. Alors, moi, j'ai pas lu le livre, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais au passage, je voulais vous dire que la lecture de l'Incipit était vraiment sublime, et donc je vais m'empresser de lire votre livre, vraiment. Mais donc, en fait, moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez au sujet de la littérature et de ce que pouvait la littérature. Et ça m'a fait penser à une citation de Sylvia Plath que peut-être vous connaissez, qui a été beaucoup reprise par Chloé Delhomme. Il me semble que c'est Natacha Apana dans son dernier livre qui l'a reprise. C'est une citation qui me reste souvent dans la tête parce que elle est assez comment dire, contre-intuitive, elle est assez paradoxale. Elle dit la poésie ne peut rien, mais il y a la poésie. Et j'aimerais savoir si ça vous parle particulièrement, ce que vous en pensez, si vous la connaissez, et si ça fait écho aussi avec votre travail d'autrice. Oui, c'est très beau. Déjà, il y a un poème de Sylvia Plath qui s'appelle « Trois femmes », qui est l'inspiration principale, je pense, de Tambora, qui est magnifique, qui est une pièce radiophonique au départ, mais qui se trouve dans ses œuvres complètes. Où voilà, elle décrit 3 accouchements, une femme pour laquelle ça se passe bien, une femme qui perd son enfant et une femme qui donne son enfant à l'adoption. C'est sublime, donc c'est une grande inspiration. La poésie ne peut rien, mais il y a la poésie. Oui, tout est dit, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour, il ne s'agit pas de... c'est pas un programme politique, même si l'écriture est traversée de politique et que moi d'ailleurs je ne me cache pas de mes opinions et de mes combats, mais il se passe autre chose dans la littérature, la poésie, on transforme, on met en forme, on met en musique, et c'est peut-être justement parce que ça ne sert à rien que ça sert à tout, quoi. C'est marrant, ça me fait penser au fait que l'autre jour, je me suis mise à regarder des vidéos de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, que j'ai pleuré pendant 1 heure, j'étais hyper émue, et sur le coup, je l'étais aussi. Et je me suis dit, voilà, pendant 3-4 heures, 1 milliard de personnes se sont rassemblées pour voir des gens danser, chanter, et ça va peupler l'imaginaire commun d'énormément de gens. Alors là, c'est autre chose, c'est le spectacle vivant, mais bizarrement, ça m'a rappelé que c'est ça qu'on faisait, alors à une échelle très très différente, ça c'est évident, mais voilà, de partager des moments avec les personnes qui vont lire mes livres, des moments parfois décisifs. Par exemple, j'ai rencontré une médiathécaire lors d'une rencontre qui m'a écrit là qu'elle avait lu un passage de Tambora pour le discours de son mariage. Et ça m'a vachement émue
Et je me dis, moi, c'est pour ça que j'écris, en fait. Ou des jeunes gens qui m'écrivent sur Instagram, qui me disent, j'avais un date avec telle personne et il m'a ramené par tout le feu. Et je l'avais déjà lu. Et c'est pour ça qu'on a eu le coup de cœur tout de suite parce qu'on avait lu le même livre et qu'on savait qu'à travers ça, on partageait énormément de choses. Donc oui, c'est ça la puissance des œuvres d'art, quoi. Merci pour cette citation. Mais on peut s'en tenir là, ou plus exactement poser d'autres questions, mais auprès de vos livres avec leur dédicace, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Un grand merci. Merci à vous, Hélène. merci beaucoup. Le livre d'Hélène Laurin, Tambora, est édité chez Verdier. Chez ce même éditeur, elle a fait paraître son premier roman, Partout le feu, en 2022. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée jeudi 2 avril 2026 à la librairie Ombre Blanche et réalisée mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.